Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va peut-être bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'univers. Que se passerait-il si je vous disais que pour la lumière, le temps n'existe tout simplement pas? Que pour un photon, cette particule élémentaire qui compose chaque rayon de soleil qui caresse votre peau, chaque lueur d'étoile qui scintille dans le ciel nocturne, le voyage de 13 milliards 800 millions d'années à travers le cosmos ne représente absolument rien? Pas une seconde, pas une milliseconde, pas même le plus infime fragment de temps que vous pourriez imaginer. Pour la lumière, l'univers est né et vous êtes là, en train d'écouter ces mots. Et dans le même instant éternel et figé. Imaginez cela pendant un moment. La lumière qui illumine votre écran en ce moment même, les photons qui dansent autour de vous, qui rebondissent sur les murs de votre chambre, qui traversent vos fenêtres depuis le Soleil, situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Tous ces photons n'ont jamais vécu le moindre voyage. Pour eux, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de durée, il y a simplement l'existence, pure et instantanée, reliant le point de départ et le point d'arrivée dans une étreinte cosmique qui défie notre compréhension humaine du réel. Comment est-ce possible? Comment la physique peut-elle nous révéler quelque chose d'aussi profondément étrange, d'aussi magnifiquement contre-intuitif? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble ce soir. Dans ce voyage, à travers les mystères les plus profonds de l'espace et du temps. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit s'ouvrir aux merveilles de l'univers. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre façon de percevoir la réalité elle-même. Avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère, permettez-moi de partager avec vous quelques faits qui vont préparer votre esprit à l'extraordinaire voyage qui nous attend. Le Soleil, cette boule de feu nucléaire qui maintient la vie sur notre planète, se trouve à environ 8 minutes-lumière de la Terre. Cela signifie que lorsque vous regardez le Soleil se coucher à l'horizon, vous observez en réalité une image vieille de 8 minutes. Le Soleil pourrait avoir explosé il y a 7 minutes et vous ne le sauriez pas encore. Vous admireriez encore paisiblement ce coucher de soleil, sans vous douter que la catastrophe cosmique la plus violente imaginable vient de se produire. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Pour les photons qui ont quitté la surface du Soleil et qui viennent de toucher votre rétine, ces 8 minutes n'ont jamais existé. Le départ et l'arrivée se sont produits simultanément. Le Soleil et votre œil sont connectés dans un instant figé qui transcende notre notion humaine du temps. Allons encore plus loin. La lumière la plus ancienne que nous pouvons observer dans l'univers s'appelle le fond diffus cosmologique ou rayonnement fossile. Cette lumière a été émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers était encore une soupe brûlante de particules. Et elle a voyagé pendant 13 milliards 800 millions d'années pour atteindre nos télescopes. 13 milliards 800 millions d'années. C'est un nombre si astronomique qu'il défie l'imagination humaine. C'est plus de 3 fois l'âge de notre planète Terre. C'est des milliers de fois plus long que l'existence entière de l'espèce humaine. Et pourtant, pour cette lumière ancienne, pour ces photons primordiaux qui ont traversé l'immensité du cosmos, pas une seule seconde ne s'est écoulée. Le Big Bang est cet instant précis où vous écoutez ces mots sont, du point de vue de la lumière, le même moment exactement.
Si vous pouviez vous transformer en lumière, ou si par quelque miracle de la physique, vous pouviez devenir un photon et voyager à travers l'univers à cette vitesse ultime de 299 792 1458 mètres par seconde, vous verriez quelque chose de totalement incompréhensible pour un esprit humain. Vous verriez l'histoire entière de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à sa mort thermique dans des milliards et des milliards d'années, s'effondrer en un seul instant figé. Le passé, le présent et le futur perdraient tout leur sens. Vous existeriez simultanément en tous les points de votre trajectoire, du début à la fin, dans une éternité sans durée. Les équations d'Einstein, ces formules mathématiques qui décrivent avec une précision stupéfiante le fonctionnement de l'univers, nous montrent clairement que lorsqu'un objet atteint la vitesse de la lumière, le temps pour cet objet devient exactement égal à 0. Ce n'est pas une approximation. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité mathématique aussi solide que 2 plus 2 égale 4. À la vitesse de la lumière, le temps s'arrête complètement. Et c'est précisément pour cette raison que la lumière a vu l'univers naître instantanément. Si ces révélations commencent déjà à faire tourner votre esprit, préparez-vous, car nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce mystère cosmique. Tout au long de cette exploration, nous allons plonger de plus en plus profondément dans les secrets de la lumière, du temps et de l'espace. Nous allons découvrir comment les plus grands génies de l'histoire humaine, d'Aristote à Einstein, ont lutté pour comprendre la nature de la lumière. Nous allons explorer les découvertes révolutionnaires qui ont changé notre vision de l'univers. Et nous allons méditer ensemble sur les implications philosophiques profondes de ce que la physique nous révèle sur la nature de la réalité. Si vous appréciez ce voyage à travers les mystères de l'univers, si vous sentez déjà cette curiosité cosmique s'éveiller en vous, alors je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Partagez cette exploration avec quelqu'un qui, comme vous, est fasciné par les grandes questions de l'existence. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez que la lumière pourrait réellement voir si elle avait une conscience. Et maintenant, détendez-vous, respirez profondément et laissez-vous porter par les vagues de cette méditation cosmique. Oh, nous avons un long et merveilleux voyage devant nous. Pour vraiment comprendre pourquoi la lumière voit l'univers naître instantanément, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement la lumière. Et cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, a hanté les plus grands penseurs de l'humanité pendant des millénaires. Qu'est-ce que la lumière? D'où vient-elle? Comment voyage-t-elle? Ces questions semblent presque enfantines, et pourtant, les réponses que nous avons découvertes au fil des siècles comptent parmi les plus profondes révélations de la science humaine. Les anciennes civilisations voyaient la lumière comme quelque chose de divin, de mystique. Pour les Égyptiens, le dieu Ra traversait le ciel chaque jour dans sa barque solaire, apportant la lumière au monde. Pour les Grecs anciens, King Hélios conduisait son char de feu à travers la voûte céleste. La lumière était considérée comme un don des dieux, quelque chose de sacré qui transcendait la compréhension mortelle. Mais au-delà de ces mythes magnifiques, certains penseurs grecs ont commencé à poser des questions plus scientifiques sur la nature de la lumière. Empédocle, philosophe présocratique du 5e siècle avant notre ère, croyait que la lumière était une sorte d'émanation qui jaillissait de nos yeux, illuminant les objets que nous regardions.
Selon lui, nous voyons parce que nos yeux émettaient des rayons de feu qui touchaient les choses autour de nous. Cette théorie de l'émission, bien qu'erronée, témoigne de la curiosité profonde des anciens pour comprendre le phénomène de la vision et de la lumière. Aristote, l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, avait une vision différente. Pour lui, la lumière n'était pas une substance qui voyageait, mais plutôt un état du milieu transparent entre l'objet et l'œil. Quand le soleil se levait, selon Aristote, il transformait instantanément l'air en un état lumineux. La lumière ne voyageait pas, elle apparaissait simplement partout en même temps. Cette idée que la lumière était instantanée allait persister pendant des siècles, car il semblait évident que quand on allumait une bougie, la lumière remplissait instantanément la pièce. Mais la question de savoir si la lumière voyageait ou si elle était instantanée allait devenir l'un des grands débats de la science naissante. Au XVIIe siècle, le grand Galilée tenta de mesurer la vitesse de la lumière avec une expérience audacieuse. Il plaça 2 personnes sur des collines séparées, chacune équipée d'une lanterne couverte. L'idée était simple. La première personne découvrait sa lanterne, et quand la seconde voyait la lumière, elle découvrait la sienne à son tour. Galilée espérait mesurer le temps que mettait la lumière à faire l'aller-retour entre les 2 collines. Malheureusement, l'expérience échoua. La lumière était tout simplement trop rapide pour être mesurée avec les moyens rudimentaires de l'époque. Galilée conclut sagement que soit la lumière était instantanée, soit elle était extraordinairement rapide. La première véritable mesure de la vitesse de la lumière vint d'une source inattendue, les lunes de Jupiter. En 1676, l'astronome danois Ole Rømer observait les éclipses de Io, l'une des grandes lunes de Jupiter. Il remarqua quelque chose d'étrange. Que les éclipses ne se produisaient pas exactement quand les calculs le prédisaient. Parfois elles étaient en avance, parfois en retard, selon la position de la Terre par rapport à Jupiter. Rømer comprit que cette différence était due au temps que mettait la lumière à traverser la distance supplémentaire quand la Terre était plus éloignée de Jupiter. En analysant ces données, il calcula que la lumière mettait environ 22 minutes à traverser le diamètre de l'orbite terrestre. Bien que son estimation était légèrement inexacte selon nos standards modernes, Rømer venait de faire une découverte révolutionnaire. La lumière n'était pas instantanée. Elle avait une vitesse finie, certes extraordinairement élevée, mais finie. Cette découverte allait avoir des implications profondes que Rømer lui-même ne pouvait pas imaginer. Ou si la lumière avait une vitesse, alors, quand nous regardions les étoiles, nous ne voyions pas les étoiles telles qu'elles étaient maintenant, mais telles qu'elles étaient quand la lumière avait quitté leur surface. Nous regardions littéralement le passé. Le ciel nocturne n'était pas une image du présent, mais une mosaïque d'instants passés, certains vieux de quelques années, d'autres de milliers, de millions, de milliards d'années. L'univers nous apparaissait comme un musée du temps où chaque étoile était une fenêtre vers une époque révolue. Aujourd'hui, nous connaissons la vitesse de la lumière avec une précision stupéfiante. Elle est exactement de 299 792 458 mètres par seconde. C'est si précis que le mètre lui-même est maintenant défini par rapport à la vitesse de la lumière. 1 mètre est la distance que parcourt la lumière dans le vide pendant un intervalle de temps de 1 sur
299 792 458 de seconde. La vitesse de la lumière n'est plus mesurée. Elle est définie comme une constante fondamentale de l'univers. Mais que signifie vraiment cette vitesse? Essayons de nous la représenter. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre 7 fois et demi en une seule seconde. Vous pourriez aller de la Terre à la Lune en un peu plus d'une seconde. Vous pourriez atteindre le Soleil en 8 minutes. Et pourtant, malgré cette vitesse vertigineuse, et la lumière met plus de 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri. La lumière met 100 000 ans pour traverser notre galaxie, la Voie lactée, et la lumière met 2,5 millions d'années pour nous parvenir de notre voisine galactique la plus proche, la galaxie d'Andromède. L'univers est si immense que même à la vitesse la plus rapide possible, les distances cosmiques se mesurent en années de voyage de la lumière. Mais la découverte de la vitesse de la lumière n'était que le début de notre compréhension. Au fil des siècles, un autre mystère allait captiver les physiciens. Quelle est la nature de la lumière elle-même? Est-ce un flot de particules, comme des minuscules projectiles tirés par les sources lumineuses? Ou est-ce une onde, comme les vagues à la surface de l'océan? Isaac Newton, c'est l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, était convaincu que la lumière était composée de particules, qu'il appelait corpuscules. Cette théorie expliquait bien pourquoi la lumière voyageait en ligne droite, pourquoi elle pouvait être réfléchie par les miroirs, pourquoi elle était réfractée quand elle passait d'un milieu à un autre. Les corpuscules de lumière étaient comme de minuscules balles, rebondissant sur les surfaces et changeant de direction selon les propriétés du milieu traversé. Mais à la même époque, le physicien néerlandais Christian Huygens proposait une théorie radicalement différente. Pour lui, la lumière était une onde, similaire aux ondes sonores, mais se propageant dans un milieu hypothétique qu'on appelait l'éther luminifère. Cette théorie ondulatoire expliquait des phénomènes que la théorie corpusculaire avait du mal à expliquer, comme la diffraction, ce phénomène où la lumière semble se courber autour des obstacles. Pendant plus d'un siècle, ces deux théories s'affrontèrent, et la stature immense de Newton fit pencher la balance en faveur des particules. Mais au début du XIXe siècle, une expérience élégante allait tout changer. En 1801, le physicien anglais Thomas Young réalisa ce qui est aujourd'hui connu comme l'expérience des fentes de Young, peut-être l'expérience la plus importante de l'histoire de la physique. Young fit passer un faisceau de lumière à travers deux fentes très étroites et très proches l'une de l'autre. Si la lumière était composée de particules, on s'attendrait à voir deux bandes lumineuses sur l'écran derrière les fentes. C'est correspondant aux particules passant par chaque fente. Mais ce n'est pas ce que Young observa. Au lieu de deux bandes, il vit une série de bandes lumineuses et sombres alternées, un motif d'interférence. Ce motif ne pouvait s'expliquer que si la lumière était une onde. Les ondes passant par les deux fentes interféraient entre elles, se renforçant là où leurs crêtes coïncidaient et s'annulant là où une crête rencontrait un creux. La lumière était une onde, cela semblait maintenant incontestable. Cette découverte ouvrit la voie à une compréhension encore plus profonde de la nature de la lumière. Au milieu du XIXe siècle, le physicien écossais James Clerk Maxwell accomplit l'une des plus grandes synthèses de l'histoire de la physique. En étudiant les phénomènes électriques et magnétiques
Il découvrit que les champs électriques et magnétiques n'étaient pas des phénomènes séparés, mais deux aspects d'une même réalité, le champ électromagnétique. Et il fit une prédiction extraordinaire. Ces équations montraient qu'une perturbation dans ce champ se propagerait sous forme d'onde, et cette onde voyagerait à une vitesse qu'il calcula à partir de constantes électriques et magnétiques connues. Cette vitesse correspondait presque exactement à la vitesse de la lumière mesurée expérimentalement. Maxwell venait de découvrir que la lumière était une onde électromagnétique. Cette révélation était stupéfiante. La lumière n'était pas quelque chose de mystique ou de fondamentalement différent des autres phénomènes physiques. C'était simplement une oscillation coordonnée de champs électriques et magnétiques et se propageant à travers l'espace à cette vitesse constante et universelle. Et la lumière visible n'était qu'une infime partie d'un spectre beaucoup plus vaste. Les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, toutes ces formes de rayonnement étaient de la même nature que la lumière visible, différant seulement par leur longueur d'onde et leur fréquence. Mais l'histoire de la lumière n'était pas terminée. Au début du XXe siècle, de nouveaux mystères émergèrent qui semblaient défier la théorie ondulatoire. L'effet photoélectrique, découvert par Heinrich Hertz et étudié par d'autres, posait un problème. Quand la lumière frappait certains métaux, elle arrachait des électrons à leur surface. Mais les caractéristiques de ce phénomène ne correspondaient pas à ce qu'on attendrait d'une onde. L'énergie des électrons éjectés ne dépendait pas de l'intensité de la lumière, comme on s'y attendrait si la lumière était une onde, mais de sa fréquence. Une lumière bleue de faible intensité pouvait éjecter des électrons alors qu'une lumière rouge intense n'y parvenait pas. En 1905, un jeune employé de l'Office des brevets de Berne, nommé Albert Einstein, proposa une explication révolutionnaire. Il suggéra que la lumière, bien qu'elle se comporte comme une onde dans certaines situations, était en fait composée de paquets discrets d'énergie qu'il appela quanta de lumière et que nous appelons aujourd'hui photons. Chaque photon portait une énergie proportionnelle à sa fréquence. Les photons de lumière bleue, ayant une fréquence plus élevée, ont porté plus d'énergie que les photons de lumière rouge. Voilà pourquoi la lumière bleue pouvait éjecter des électrons, alors que la lumière rouge ne le pouvait pas. Cette proposition d'Einstein, pour laquelle il recevrait le prix Nobel de physique en 1921, réintroduisait l'idée de la lumière comme particule, mais d'une façon fondamentalement nouvelle. La lumière n'était ni purement une onde, ni purement une particule. Elle était les deux à la fois, ou plutôt, elle était quelque chose de nouveau, qui dépassait ces catégories classiques. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule, l'un des concepts les plus déroutants et les plus fondamentaux de la physique quantique. Le photon, cette particule de lumière, possède des propriétés vraiment extraordinaires. Il n'a pas de masse au repos. Cela peut sembler étrange, presque contradictoire. Et comment quelque chose peut-il exister sans avoir de masse ? Mais c'est précisément cette absence de masse qui permet au photon de voyager à la vitesse de la lumière. Toute particule ayant une masse, aussi minime soit-elle, ne pourrait jamais atteindre cette vitesse. Nous verrons bientôt pourquoi. Mais le photon, dépourvu de masse, voyage toujours exactement à cette vitesse, dans le vide. Il ne peut pas aller plus lentement, il ne peut pas aller plus vite. Il est condamné, si l'on peut dire, à cette vitesse éternelle et invariable.
Et c'est cette propriété du photon, cette existence à la vitesse de la lumière, qui nous ramène au cœur de notre mystère. Car si la vitesse de la lumière est la clé pour comprendre pourquoi la lumière voit l'univers naître instantanément, c'est la théorie de la relativité d'Einstein qui nous donne les outils pour comprendre ce que cela signifie réellement. L'année 1905 est souvent appelée l'année miraculeuse d'Einstein. En plus de son explication de l'effet photoélectrique, il publia plusieurs autres articles révolutionnaires, dont un qui allait transformer à jamais notre compréhension de l'espace et du temps. C'est l'article qui introduisait ce que nous appelons aujourd'hui la théorie de la relativité restreinte. Mais pour comprendre la révolution qu'Einstein a accomplie, nous devons d'abord comprendre la crise qui secouait la physique à l'aube du XXe siècle. Depuis Maxwell, on savait que la lumière était une onde électromagnétique. Mais les ondes, dans l'expérience commune, ont besoin d'un milieu pour se propager. Les vagues ont besoin de l'eau. Mais le son a besoin de l'air. Alors quel était le milieu de propagation de la lumière? Les physiciens postulèrent l'existence d'une substance invisible et omniprésente qu'ils appelèrent l'éther luminifère. Cet éther remplissait tout l'espace et servait de support aux ondulations de la lumière. Si l'éther existait, alors la Terre, dans son mouvement autour du Soleil, devait se déplacer à travers cet éther, et ce mouvement devrait affecter la vitesse mesurée de la lumière. Si vous mesuriez la vitesse de la lumière dans la direction du mouvement de la Terre, elle devrait être légèrement différente de la vitesse mesurée perpendiculairement à ce mouvement, comme un nageur nageant avec ou contre le courant d'une rivière. En 1887, Albert Michelson et Edward Morley réalisèrent l'expérience la plus précise jamais conçue pour détecter ce vent d'éther. Et leur interféromètre était un chef-d'œuvre de précision, capable de détecter des différences infimes dans la vitesse de la lumière. Mais le résultat fut stupéfiant. Il n'y avait aucune différence. Quelle que soit la direction de la mesure, la vitesse de la lumière était toujours exactement la même. L'éther, s'il existait, ne semblait avoir aucun effet détectable. Ce résultat nul plongea la physique dans une crise profonde. Comment était-il possible que le mouvement de la Terre n'affecte pas la vitesse mesurée de la lumière? Diverses explications furent proposées. Peut-être la Terre entraînait-elle l'éther avec elle? Peut-être les instruments se contractaient-ils dans la direction du mouvement, masquant l'effet. Mais aucune de ces explications n'était vraiment satisfaisante. C'est alors qu'Einstein entra en scène, non pas avec une nouvelle explication pour sauver l'éther, mais avec une proposition radicale pour l'abolir entièrement. Einstein commença par une expérience de pensée qu'il méditait depuis son adolescence. Que verrait-on si l'on pouvait chevaucher un rayon de lumière? Si l'on voyageait à côté d'un faisceau lumineux à la même vitesse que lui, on devrait voir une onde électromagnétique immobile, figée dans l'espace. Mais les équations de Maxwell, qui décrivaient la lumière, ne permettaient pas l'existence d'une telle onde stationnaire. Une onde lumineuse devait toujours se propager à la vitesse c. Il y avait là une contradiction fondamentale. La solution d'Einstein fut audacieuse et élégante. Il proposa deux postulats simples. Premier postulat, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, c'est-à-dire dans tous les systèmes en mouvement rectiligne uniformes les uns par rapport aux autres. Deuxième postulat,
la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse relative ou la vitesse de la source lumineuse. Ce deuxième postulat semble violer notre intuition la plus élémentaire. Si vous êtes dans un train qui roule à 100 km/h et que vous lancez une balle à 10 km/h dans la direction du mouvement, un observateur sur le quai verra la balle se déplacer à 110 km/h. Les vitesses s'additionnent, c'est évident. Mais Einstein disait que pour la lumière, ce n'est pas le cas. Si vous allumez une lampe de poche dans ce même train, la lumière se déplace assez par rapport à vous dans le train, et aussi assez par rapport à l'observateur sur le quai. Pas c plus la vitesse du train, simplement c. Comment est-ce possible? La réponse d'Einstein bouleversa notre compréhension de l'espace et du temps eux-mêmes. Pour que la vitesse de la lumière soit la même pour tous les observateurs, quelque chose d'autre doit changer. Ce quelque chose, c'est le temps lui-même. Et c'est aussi l'espace. Le temps et l'espace ne sont pas les entités absolues et immuables que Newton avait décrites. Ils sont relatifs, flexibles, dépendants du mouvement de l'observateur. Permettez-moi de vous guider à travers l'une des plus belles expériences de pensée de la physique, celle de l'horloge lumineuse. Imaginez une horloge très simple, composée de deux miroirs parallèles entre lesquels un photon rebondit sans cesse. Et chaque fois que le photon touche l'un des miroirs, l'horloge fait tic. Cette horloge mesure le temps avec la chose la plus fiable de l'univers, la vitesse constante de la lumière. Maintenant, imaginez que cette horloge est dans un vaisseau spatial qui passe devant vous à grande vitesse. Pour l'astronaute à bord du vaisseau, le photon rebondit simplement de haut en bas entre les deux miroirs, comme il l'a toujours fait. Mais pour vous, observateur extérieur, le vaisseau se déplace pendant que le photon voyage. Donc, de votre point de vue, le photon ne fait pas un simple aller-retour vertical. Il trace un chemin en zigzag, diagonal, suivant le vaisseau dans son mouvement. Voici le point crucial. Le photon, de votre point de vue, parcourt une distance plus longue entre chaque tic de l'horloge. Mais la vitesse de la lumière est la même pour vous et pour l'astronaute. C'est le postulat d'Einstein. Si le photon parcourt une distance plus longue à la même vitesse, alors il met plus de temps à faire l'aller-retour. L'horloge du vaisseau, vue de l'extérieur, tourne plus lentement que votre horloge restée sur Terre. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un problème avec les horloges. C'est le temps lui-même qui s'écoule plus lentement dans le vaisseau, en mouvement par rapport à vous. L'astronaute ne remarque rien d'anormal. Pour lui, son horloge fonctionne parfaitement normalement. Sa vie se déroule au rythme habituel. Mais quand il reviendra sur Terre, il découvrira qu'il a vieilli moins que les gens restés sur la planète. Le temps aura littéralement passé plus lentement pour lui. Ce phénomène s'appelle la dilatation du temps. Et il n'est pas une spéculation théorique, il a été vérifié d'innombrables fois par des expériences. Dans les années 1970, des physiciens ont embarqué des horloges atomiques ultra précises à bord d'avions commerciaux qui ont fait le tour du monde. Quand ces horloges ont été comparées à des horloges identiques restées au sol, elles montraient un retard de quelques milliardièmes de seconde, exactement comme le prédisait la relativité. Les satellites GPS, ces merveilles technologiques qui nous permettent de nous orienter n'importe où sur Terre, doivent prendre en compte la dilatation du temps dans leurs calculs.
Sans ces corrections relativistes, le GPS serait inutilisable, accumulant des erreurs de plusieurs kilomètres en quelques heures. Mais ce qui est vraiment fascinant et ce qui est au cœur de notre mystère ce soir, c'est ce qui se passe quand la vitesse du vaisseau approche la vitesse de la lumière. Plus la vitesse augmente, plus la dilatation du temps devient prononcée. La relation est donnée par le facteur de Lorentz, une formule mathématique qui montre comment le temps ralentit en fonction de la vitesse. À la moitié de la vitesse de la lumière, le temps est ralenti d'environ 15%. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps est ralenti d'environ 56%. À 99%, il est ralenti d'environ 86%. À 99,9%, il est ralenti de plus de 95%. Et que se passe-t-il à exactement la vitesse de la lumière? Le facteur de Lorentz devient infini. Le temps ne ralentit plus simplement. Il s'arrête complètement. À la vitesse c, le temps est égal à 0. Pas presque 0, pas infiniment petit, exactement 0. C'est là que nous touchons au cœur de notre mystère. Un photon voyage toujours exactement à la vitesse de la lumière. Et à cette vitesse, le temps n'existe pas. Pour un photon, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de temps qui s'écoule entre le départ et l'arrivée. Du point de vue d'un photon, l'émission et l'absorption se produisent au même instant. L'instant éternel, l'instant sans durée. Mais la dilatation du temps n'est pas le seul effet étrange de la relativité restreinte. Il y a aussi la contraction des longueurs. Un objet en mouvement se contracte dans la direction de son mouvement. Plus il va vite, plus il se contracte. Et à la vitesse de la lumière, cette contraction devient totale. Et la longueur dans la direction du mouvement devient 0. Qu'est-ce que cela signifie pour un photon? Cela signifie que, du point de vue du photon, l'univers entier, dans la direction de son voyage, se contracte en un point. La distance entre son origine et sa destination, quelle qu'elle soit, devient nulle. Le photon n'a pas besoin de traverser 13 milliards d'années-lumière d'espace, parce que pour lui, cette distance n'existe tout simplement pas. L'origine et la destination sont au même endroit. Arrêtez-vous un moment pour contempler l'étrangeté de cette réalité. Un photon émis par une étoile lointaine, une étoile si éloignée que sa lumière met des milliards d'années à nous atteindre. Du point de vue de ce photon, il n'y a pas eu de voyage, il n'y a pas eu de temps. L'espace entre l'étoile et votre œil s'est contracté à 0. L'étoile et votre rétine sont au même endroit, dans le même instant. Le photon existe simultanément à son point de départ et à son point d'arrivée dans une sorte d'omniprésence qui défie notre intuition humaine. Maintenant, vous pourriez vous demander si parler du point de vue d'un photon a même un sens. Après tout, comment peut-on parler de l'expérience de quelque chose pour qui le temps n'existe pas? C'est une question philosophique profonde et les physiciens eux-mêmes débattent de sa validité. Certains disent qu'il est simplement incorrect de parler d'un référentiel se déplaçant à la vitesse de la lumière, car les équations deviennent indéfinies à cette limite. Ils ont raison, techniquement. Mais ce que nous pouvons faire, c'est extrapoler. Or, nous pouvons nous approcher de plus en plus de la vitesse de la lumière et observer ce qui se passe. Et ce que nous voyons, c'est que le temps ralentit de plus en plus, que l'espace se contracte de plus en plus, et que, à la limite, le temps devient 0,
et l'espace se contracte à zéro dans la direction du mouvement. C'est ce que les mathématiques nous disent, même si l'expérience d'être un photon reste au-delà de notre compréhension. Et c'est ici que notre histoire rejoint celle de l'univers lui-même. Car parmi tous les photons qui existent dans le cosmos, certains sont vraiment anciens. Ils ont été créés dans les premiers instants de l'univers, et ils voyagent depuis lors à travers l'immensité de l'espace. Ces photons primordiaux ont été témoins de la naissance de l'univers, ou plus exactement du point de vue de ces photons. Et ils sont toujours à ce moment de naissance, tout en étant également ici, maintenant, captés par nos instruments. Pour eux, le Big Bang et le présent sont le même instant. Laissez-moi vous raconter l'histoire du Big Bang, cette explosion primordiale qui a donné naissance à tout ce qui existe. Mais contrairement aux récits habituels, essayons de voir cette histoire aussi du point de vue de la lumière. Ces photons qui ont vu l'univers naître instantanément. Il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, selon notre mesure du temps, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ou peut-être devrions-nous dire que quelque chose d'extraordinaire a commencé. Car le Big Bang n'était pas vraiment une explosion au sens habituel du terme. Ce n'était pas une explosion dans l'espace, c'était une expansion de l'espace lui-même. Non, avant le Big Bang, il n'y avait pas d'espace vide dans lequel l'univers aurait pu exploser. L'espace, le temps, la matière, l'énergie, tout a commencé avec le Big Bang. Qu'y avait-il avant? Cette question pourrait ne pas avoir de sens. Si le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, alors parler d'avant le Big Bang est comme demander ce qui est au nord du pôle Nord. Il n'y a pas de nord au-delà du pôle Nord, et il n'y avait peut-être pas de temps avant le Big Bang. Certains modèles cosmologiques suggèrent qu'il pourrait y avoir eu quelque chose, un univers précédent peut-être, ou des conditions quantiques étranges d'où notre univers a émergé. Mais ces spéculations restent au-delà de ce que la science peut actuellement tester. Ce que nous savons, c'est ce qui s'est passé dans les fractions de secondes qui ont suivi l'instant initial. Oh, et ces instants furent d'une densité événementielle inimaginable. Plus d'événements fondamentaux se sont produits dans la première seconde de l'univers que dans les 13 milliards d'années qui ont suivi. Le tout premier instant, ce qu'on appelle le temps de Planck, dura environ 5,4 fois 10 puissance moins 44 secondes. C'est un nombre si petit qu'il est difficile à imaginer. C'est à une seconde ce qu'une seconde est à environ 100 000 milliards de milliards de milliards d'années. Durant cet instant infinitésimal, l'univers était si petit, si dense, si chaud, que nos théories physiques actuelles ne peuvent pas le décrire. C'était un domaine où la gravité quantique régnait, une physique que nous ne comprenons pas encore. Puis vint l'ère de grande unification. Quand l'univers avait moins de 10 puissance moins 36 secondes d'âge. À cette époque, 3 des 4 forces fondamentales de la nature, la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte, étaient unifiées en une seule superforce. Seule la gravité était déjà distincte. L'univers était un plasma brûlant d'une énergie inimaginable. C'est peu après ce moment que quelque chose d'extraordinaire se serait produit, l'inflation cosmique. En une fraction de seconde, inconcevablement brève, l'univers aurait augmenté de taille, d'un facteur d'au moins 10 puissance 26. C'est comme si un atome s'était soudainement agrandi à la taille d'une galaxie.
Cette expansion était plus rapide que la vitesse de la lumière. Et oui, c'est permis par les lois de la physique. Ce qui ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est le mouvement d'objets à travers l'espace. Mais l'espace lui-même peut s'étendre aussi vite qu'il le veut, emportant tout avec lui. Après l'inflation, l'univers continua à s'étendre et à se refroidir. Les forces fondamentales se séparèrent les unes des autres à mesure que l'énergie diminuait. Les quarks, ces particules fondamentales qui composent les protons et les neutrons, nageaient librement dans une soupe de plasma quark-gluon. Il faisait encore bien trop chaud pour que les protons et les neutrons puissent se former de façon stable. Environ une microseconde après le Big Bang, la température avait suffisamment baissé pour que les quarks se combinent et forment des protons et des neutrons. C'est le moment de la nucléosynthèse hadronique. L'univers était maintenant principalement composé de protons, de neutrons, d'électrons et d'une mer de photons et de neutrinos. Et c'est ici que les photons entrent vraiment en scène. L'univers était rempli de photons créés dans les réactions énergétiques de ce plasma primordial. Mais ces photons ne pouvaient pas voyager librement. L'univers était si dense que chaque photon était presque immédiatement absorbé par une particule avant d'être réémis encore et encore. L'univers était opaque, comme un brouillard infiniment épais. La lumière ne pouvait pas se propager. Cette situation perdura pendant environ 380 000 ans. 380 000 ans où l'univers était une boule de feu opaque, où les photons étaient prisonniers d'un balai incessant d'absorption et d'émission. Pendant tout ce temps, l'univers continuait de s'étendre et de se refroidir. Les protons et les neutrons s'étaient combinés pour former les premiers noyaux atomiques, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec des traces de lithium et de beryllium. Mais les électrons étaient encore trop énergétiques pour se lier à ces noyaux. Le plasma régnait. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, quelque chose de magique se produisit. La température de l'univers était tombée à environ 3000 Kelvin, assez froide pour que les électrons puissent enfin se lier aux noyaux atomiques. Pour la première fois, des atomes neutres existaient. On appelle ce moment la recombinaison, bien que ce nom soit un peu trompeur, puisque les électrons et les noyaux ne s'étaient jamais combinés auparavant. Pour les photons, la recombinaison fut une libération. Avec les électrons liés aux atomes, il n'y avait plus de particules chargées libres pour interagir avec les photons. Soudain, l'univers devint transparent. Les photons furent enfin libres de voyager à travers l'espace, sans être constamment absorbés et réémis. C'est la lumière de cette époque, ces photons libérés lors de la recombinaison, que nous appelons le fond diffus cosmologique ou rayonnement fossile. Et voici où notre histoire devient vraiment extraordinaire. Ces photons, libérés il y a 13 milliards 800 millions d'années, moins 380 000 ans, ont voyagé à travers l'univers depuis lors. Ils se sont étirés avec l'expansion de l'espace, leur longueur d'onde augmentant, leur énergie diminuant. Ce qui était autrefois une lumière visible orange-rouge est maintenant un rayonnement micro-ondes froid, à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Ces photons ont traversé l'air sombre de l'univers, quand aucune étoile ne brillait encore. Ils ont vu les premières étoiles s'allumer, ces géantes bleues titanesques qui ont brillé brièvement avant d'exploser. Ils ont traversé les galaxies naissantes, les nuages de gaz qui s'effondraient
pour former de nouvelles étoiles. Ils ont été les témoins silencieux de l'histoire entière de l'univers. Et maintenant, ces photons arrivent sur Terre. Certains d'entre eux frappent les antennes de nos radiotélescopes. Certains sont captés par des satellites, comme Planck ou COBE. Et quand nous analysons ces photons, nous voyons une image de l'univers tel qu'il était à l'âge de 380 000 ans. C'est la plus ancienne lumière que nous pouvons observer. La première image de l'univers, son portrait de bébé. Mais voici ce qui est vraiment stupéfiant. Pour ces photons primordiaux, ce voyage de 13 800 millions d'années n'a pas eu de durée. Du point de vue de la lumière, la recombinaison et l'arrivée sur Terre sont le même instant. Le Big Bang, ou du moins les premiers instants où la lumière pouvait exister librement, et cet instant précis où vous écoutez ces mots, sont simultanés pour la lumière. La lumière a vu l'univers naître instantanément parce que, pour elle, toute l'histoire de l'univers est un seul instant figé, éternel, sans durée. C'est une pensée vertigineuse. En regardant le fond diffus cosmologique, nous regardons la lumière la plus ancienne de l'univers. Mais cette lumière n'a jamais vécu de voyage. Pour elle, le début et la fin sont le même moment. Elle nous connecte au Big Bang d'une façon qui transcende notre notion humaine du temps. Permettez-moi de vous guider maintenant à travers le voyage de cette lumière primordiale, non pas telle qu'elle l'a vécue, car elle n'a rien vécu, mais telle que nous, observateurs liés au temps, le percevons. Après la recombinaison, l'univers entra dans ce que les astronomes appellent les âges sombres. Ce nom est approprié, car pendant des millions d'années, l'univers fut plongé dans une obscurité presque totale. Le fond diffus cosmologique s'était déjà décalé vers l'infrarouge à mesure que l'univers s'étendait. Il n'y avait pas encore d'étoiles pour illuminer le cosmos. La matière, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, flottait dans l'espace, en nuages, de plus en plus denses, attirée par sa propre gravité et par la gravité invisible de la matière noire. La matière noire, cette substance mystérieuse qui compose environ 27% de l'univers, ne produit pas de lumière et n'interagit pas avec elle. Nous ne pouvons pas la voir directement, mais elle exerce une attraction gravitationnelle, et c'est cette attraction qui a joué un rôle crucial dans la formation des premières structures cosmiques. La matière noire s'était déjà regroupée en halo avant même la recombinaison. Après que l'univers soit devenu transparent, la matière ordinaire, libérée de la pression des photons, commença à tomber dans ces puits gravitationnels de matière noire. Pendant des centaines de millions d'années, les nuages de gaz se contractèrent lentement. Au centre des régions les plus denses, la pression et la température commencèrent à augmenter, et puis, quelque part entre 100 et 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles s'allumèrent. Ces premières étoiles, que les astronomes appellent les étoiles de population 3, étaient très différentes des étoiles que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient composées uniquement d'hydrogène et d'hélium, les seuls éléments créés dans le Big Bang. Sans éléments plus lourds pour aider à évacuer la chaleur, ces étoiles devaient être énormes pour être stables, peut-être des centaines de fois plus massives que notre Soleil. Elles brûlaient d'un bleu intense, libérant des quantités phénoménales de rayonnement ultraviolet. Ces étoiles géantes avaient une vie brève et violente. En quelques millions d'années à peine, elles épuisaient leur combustible nucléaire. Au cœur de ces étoiles,
Les réactions de fusion créaient des éléments de plus en plus lourds, carbone, oxygène, néon, silicium, jusqu'au fer. Et quand ces étoiles mourraient, elles explosaient en supernovae titanesques, dispersant ces éléments nouvellement créés dans l'espace. C'était la première génération de lumière stellaire dans l'univers, et c'était aussi le premier pas vers la création des éléments dont nous sommes faits. La lumière de ces premières étoiles voyage encore vers nous aujourd'hui. Les télescopes les plus puissants, comme le télescope spatial James Webb, cherchent à capter cette lumière primordiale, ces premiers photons stellaires de l'univers. Quand nous les détecterons, nous regarderons un temps où l'univers était jeune et violent, d'un temps de naissance cosmique. Les explosions des premières étoiles ensemencèrent l'univers avec des éléments lourds. La deuxième génération d'étoiles, les étoiles de population 2, put se former avec ces nouveaux ingrédients. Plus petites que leurs prédécesseurs, ces étoiles pouvaient vivre plus longtemps. Certaines d'entre elles brillent encore aujourd'hui, 13 milliards d'années plus tard, dans les régions les plus anciennes de notre galaxie, le halo et les amas globulaires. Pendant ce temps, la gravité continuait son œuvre. Les étoiles se regroupaient en galaxies, des archipels de lumière dans un océan d'obscurité. Ces premières galaxies étaient petites et irrégulières, très différentes des majestueuses spirales et elliptiques que nous voyons aujourd'hui. Elles se formaient, entraient en collision, fusionnaient, et formant des structures de plus en plus grandes. La lumière de ces galaxies primitives nous parvient après des milliards d'années de voyage. Quand nous observons une galaxie à 10 milliards d'années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était quand l'univers avait moins de 4 milliards d'années. Chaque photon de cette lumière lointaine est un messager du passé, portant des informations sur une époque révolue. Et pourtant, pour chacun de ces photons, le voyage n'a pas existé. L'émission et la réception sont un seul moment. Notre propre galaxie, la Voie lactée, s'est formée relativement tôt dans l'histoire de l'univers, peut-être 2 milliards d'années après le Big Bang. Elle a grandi au fil des milliards d'années, absorbant des galaxies plus petites, accumulant du gaz et de la poussière, formant de nouvelles générations d'étoiles. Les étoiles qui naissaient dans ces époques plus tardives, les étoiles de population, comme notre Soleil, étaient enrichies en éléments lourds, le carbone, l'oxygène, le fer, créés dans les générations précédentes d'étoiles. Il y a environ 4 milliards 600 millions d'années, dans un bras spiral de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière commença à s'effondrer. Au centre, la pression et la température augmentèrent jusqu'à ce que les réactions de fusion nucléaire s'allument. Une nouvelle étoile était née, notre Soleil. Autour de lui, un disque de matière tourbillonnait, se condensant progressivement en planètes. La troisième planète à partir du Soleil, notre Terre, se forma dans la zone habitable, ni trop près ni trop loin, où l'eau pouvait exister à l'état liquide. La lumière du Soleil a illuminé la Terre depuis lors. Cette lumière, ces photons créés dans le cœur nucléaire de notre étoile, mettent environ 8 minutes à nous atteindre. Mais pour ces photons, le voyage est instantané. Le cœur du Soleil et votre peau sont au même endroit, dans le même instant, du point de vue de la lumière. Chaque rayon de soleil qui vous réchauffe est une connexion sans temps entre le cœur d'une étoile et votre existence. Et pensez à ceci. Les éléments qui composent votre corps, le carbone de vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le fer de votre sang,
Tous ces éléments ont été forgés dans le cœur d'étoiles anciennes, des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années, dispersant leur richesse chimique dans l'espace. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Et la lumière de ces étoiles anciennes voyage encore, quelque part dans l'univers, au portant l'écho de leur existence. Certains de ces photons atteindront peut-être un jour une civilisation lointaine, leur apportant la nouvelle qu'une étoile a vécu et est morte il y a très longtemps, contribuant un jour à créer un être qui pense et s'émerveille. L'univers est un océan de lumière. Des milliards d'étoiles brillent dans des milliards de galaxies. Chaque seconde, une quantité inimaginable de photons est émise et voyage à travers le cosmos. Certains seront absorbés, leur énergie transformée en chaleur ou en réaction chimique. D'autres voyageront pour l'éternité, traversant un espace de plus en plus vide à mesure que l'univers s'étend. Et pour chacun de ces photons, le voyage n'existe pas. Ils existent dans un éternel présent, connectant instantanément leur source à leur destination, en tissant une toile de lumière qui relie tous les points de l'espace-temps. Mais notre compréhension de la lumière et du temps ne serait pas complète sans explorer la deuxième grande révolution d'Einstein, la relativité générale. Si la relativité restreinte nous a montré que le temps et l'espace sont relatifs et que la lumière voyage dans un éternel présent, la relativité générale nous révèle quelque chose d'encore plus profond. Elle nous montre que l'espace et le temps ne sont pas simplement une scène passive sur laquelle les événements se déroulent, mais une entité dynamique, malléable, qui peut être courbée, étirée et déformée. L'histoire de la relativité générale commence par ce qu'Einstein appelait la pensée la plus heureuse de sa vie. En 1907, travaillant encore à l'Office des brevets de Berne, Einstein eut une révélation soudaine. Il imagina une personne tombant en chute libre depuis le toit d'un immeuble. Cette personne, pendant sa chute, ne ressentirait pas son propre poids. Si elle lâchait un objet, celui-ci flotterait à côté d'elle, tombant à la même vitesse. Dans ce référentiel en chute libre, il n'y aurait aucun moyen de détecter la gravité. C'est comme si la gravité avait disparu. Cette observation conduisit Einstein à formuler le principe d'équivalence. Il n'y a pas de différence locale entre être dans un champ gravitationnel et être en accélération. Si vous êtes dans un ascenseur fermé, vous ne pouvez pas distinguer si l'ascenseur est posé sur la surface de la Terre, soumis à la gravité terrestre, ou s'il est dans l'espace profond, accélérant vers le haut à une certaine vitesse. Les deux situations produisent exactement les mêmes effets physiques. Mais si la gravité est équivalente à l'accélération, et si l'accélération affecte le temps comme le montre la relativité restreinte, alors la gravité devrait aussi affecter le temps. Et en effet, c'est exactement ce qui se passe. Le temps s'écoule plus lentement dans un champ gravitationnel plus fort. Au niveau de la mer, le temps passe légèrement plus lentement qu'au sommet d'une montagne. À la surface d'une étoile à neutrons, le temps serait ralenti de façon dramatique. Et à la surface d'un trou noir, au niveau de ce qu'on appelle l'horizon des événements, le temps s'arrêterait complètement pour un observateur extérieur. La relativité générale va encore plus loin. Einstein proposa que la gravité n'est pas une force au sens newtonien du terme. Au lieu de cela, la masse et l'énergie courbent l'espace-temps lui-même. Et ce que nous percevons comme la gravité est simplement le mouvement des objets suivant les lignes les plus naturelles, les géodésiques,
Dans cet espace-temps courbé, imaginez une grande toile tendue horizontalement. Si vous posez une boule de bowling au centre, la toile se déforme, créant une dépression. Si vous faites rouler une bille près de cette dépression, elle ne voyagera pas en ligne droite. Elle sera déviée vers la boule de bowling, suivant la courbure de la toile. De la même façon, les planètes ne sont pas attirées vers le Soleil par une force invisible. Elles suivent simplement les courbures de l'espace-temps créées par la masse du Soleil. Elles tombent, en quelque sorte, mais elles tombent en cercle, en orbite, parce que l'espace lui-même est courbé en cercle autour du Soleil. Et cette vision de la gravité a des implications profondes pour la lumière. Si l'espace-temps est courbé par la masse, alors la lumière, qui voyage toujours en ligne droite dans son propre référentiel, suivra cette courbure. La lumière passant près d'un objet massif sera déviée, comme si elle était attirée par la gravité. C'est ce qu'on appelle la déviation gravitationnelle de la lumière. Cette prédiction fut confirmée de façon spectaculaire en 1919, lors d'une éclipse solaire. L'astronome anglais Arthur Eddington organisa des expéditions pour observer l'éclipse depuis 2 endroits, l'île de Principe au large de l'Afrique et Sobral au Brésil. Pendant l'éclipse, quand le disque brillant du Soleil était caché par la Lune, les astronomes purent photographier les étoiles apparaissant près du bord du Soleil. Ils comparèrent les positions de ces étoiles avec leurs positions connues quand le Soleil n'était pas dans cette région du ciel. Les étoiles semblaient avoir bougé. Leur lumière avait été déviée en passant près de la masse du Soleil, exactement comme Einstein l'avait prédit. Cette confirmation fit d'Einstein une célébrité mondiale du jour au lendemain. Les gros titres des journaux proclamaient que Newton avait été renversé, qu'une nouvelle théorie de l'univers avait été vérifiée. Mais au-delà de la célébrité, cette découverte ouvrait une nouvelle façon de voir l'univers. La lumière n'était pas seulement affectée par sa source et sa destination, elle était aussi influencée par tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin. Aujourd'hui, les astronomes utilisent ce phénomène de déviation gravitationnelle comme un outil puissant pour explorer l'univers. Quand la lumière d'une galaxie lointaine passe près d'une autre galaxie ou d'un amas de galaxies, elle est déviée et focalisée, créant ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Parfois, cette lentille produit des images multiples de la même galaxie lointaine, des arcs lumineux ou des anneaux presque parfaits appelés anneaux d'Einstein. Ces lentilles gravitationnelles nous permettent de voir des galaxies qui seraient autrement trop faibles pour être détectées. Elles nous permettent aussi de cartographier la distribution de la matière noire, cette substance invisible qui ne peut être détectée que par son effet gravitationnel. Mais il existe des objets dans l'univers où la courbure de l'espace-temps devient si extrême que la lumière ne peut plus s'échapper du tout. Ce sont les trous noirs, les objets les plus mystérieux et les plus fascinants de l'univers. Un trou noir se forme quand une masse suffisante est concentrée dans un volume suffisamment petit. L'espace-temps se courbe si drastiquement que même la lumière, voyageant à la vitesse maximale possible, ne peut pas remonter la pente gravitationnelle. L'horizon des événements d'un trou noir est la frontière de non-retour. C'est la surface sphérique autour du trou noir, à partir de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. De notre point de vue d'observateur extérieur, quelque chose d'étrange se passe à l'horizon des événements. Le temps semble s'y arrêter.
Oh, si nous observions un astronaute tombant vers un trou noir, nous le verrions s'approcher de l'horizon de plus en plus lentement, son image devenant de plus en plus rouge à mesure que la lumière qu'il émet perd de l'énergie en luttant contre la gravité. Nous ne le verrions jamais réellement franchir l'horizon. Il semblerait figé là pour l'éternité, gelé dans le temps. Mais du point de vue de l'astronaute, rien d'anormal ne se passerait au moment de franchir l'horizon. Il ne remarquerait même pas qu'il l'a traversé, du moins pas immédiatement. C'est après que les choses deviendraient terrifiantes. À l'intérieur du trou noir, toutes les directions pointent vers la singularité centrale. Il n'y a pas de chemin de retour, pas plus qu'il n'y a de moyen de remonter le temps dans notre univers normal. Et l'astronaute serait inexorablement attiré vers le centre, étiré par les forces de marée, jusqu'à ce que la physique telle que nous la connaissons cesse de s'appliquer. Que se passe-t-il pour la lumière à l'intérieur d'un trou noir? Même les photons, voyageant à la vitesse de la lumière, ne peuvent pas s'échapper. Ils sont piégés, attirés vers la singularité avec tout le reste. C'est l'une des rares situations où la lumière ne peut pas voyager librement. Même pour la lumière, même dans son éternel présent, le trou noir représente une fin, une destination sans suite. La théorie de la relativité générale nous a donné une nouvelle vision de l'univers, une vision où l'espace et le temps sont tissés ensemble, où la gravité est la géométrie de l'espace-temps, où la lumière suit les courbures de ce tissu cosmique. Et c'est cette théorie qui sous-tend notre compréhension du Big Bang, de l'évolution de l'univers et du destin ultime de la lumière et de tout ce qui existe. Mais plongeons maintenant dans des eaux plus profondes, dans les questions philosophiques que soulève notre exploration. Que nous révèle la nature de la lumière sur la nature du temps, de l'existence et de la réalité elle-même? Qu'est-ce que le temps? Cette question, qui semble si simple, est l'une des plus profondes de la philosophie et de la physique. Pour notre expérience quotidienne, le temps semble être un flux incessant, une rivière qui nous emporte du passé vers le futur. Le passé est ce qui a été et ne peut être changé. Le futur est ce qui sera et reste incertain. Le présent est ce mince fil entre les deux, le seul moment qui est réel. Oui, mais la physique d'Einstein nous offre une image radicalement différente. Dans la relativité, le temps n'est pas universel. Il n'y a pas de présent absolu partagé par tout l'univers. Ce qui est simultané pour moi peut ne pas être simultané pour vous si nous nous déplaçons l'un par rapport à l'autre. Le temps est relatif, dépendant de l'observateur. Cette relativité du temps conduit à ce que les physiciens appellent l'univers bloc. Dans cette vision, tous les moments du temps, passé, présent et futur, existent de façon égale. L'univers n'est pas quelque chose qui évolue dans le temps. C'est un bloc quadridimensionnel d'espace-temps où tout, depuis le Big Bang jusqu'à la fin de l'univers, existe éternellement. Notre sensation que le temps passe, que le présent est spécial, serait une illusion de notre conscience, aucune façon dont notre cerveau traite l'information. La perspective de la lumière semble soutenir cette vision de l'univers bloc. Pour un photon, rappelons-le, le temps n'existe pas. Tous les moments de son existence, de son émission à son absorption, sont le même instant. Du point de vue de la lumière, l'univers est figé, éternel, sans changement. Le Big Bang et la fin de l'univers sont simultanés. Tout ce qui a jamais existé et tout ce qui existera jamais est présent dans ce même instant sans durée.
Si cette vision est correcte, alors le temps tel que nous le percevons n'est qu'une perspective limitée sur une réalité beaucoup plus vaste. Nous sommes comme des habitants d'un film qui pensent que le présent est la seule image réelle, ignorant que toutes les images du film existent également figées sur la pellicule. Ah, mais y a-t-il vraiment une expérience pour un photon? Cette question nous mène aux frontières de la philosophie de l'esprit et de la conscience. L'expérience, telle que nous la comprenons, semble nécessiter le temps. Nous expérimentons une chose, puis une autre. Nous formons des souvenirs du passé et des anticipations du futur. Sans temps, peut-il y avoir expérience? Un photon, dans son instant éternel, n'expérimente probablement rien du tout. Il n'y a pas de conscience là, pas de perception, pas de vécu. Le photon existe, mais il n'existe pas dans le temps. Son existence est d'une nature fondamentalement différente de la nôtre. Une existence sans durée, sans changement, sans avant, ni après. Et pourtant, cette existence sans temps relie les points les plus éloignés de l'univers. Un photon émis par une galaxie à des milliards d'années-lumière et absorbé par votre rétine crée une connexion instantanée, du point de vue de ce photon, entre cette galaxie lointaine et vous. Vous et cette galaxie partagez un moment commun, un instant où vous êtes connectés par cette particule de lumière. Cette idée de connexion cosmique nous amène à réfléchir à notre propre place dans l'univers. Nous sommes des créatures du temps. Notre conscience est façonnée par l'écoulement des moments, par les souvenirs et les anticipations, par la narration que nous construisons de notre vie. Mais nous sommes aussi des êtres de lumière, dans un sens très littéral. La vision, notre sens dominant, est entièrement basé sur la lumière. Et nous voyons le monde parce que des photons entrent dans nos yeux et déclenchent des réactions chimiques dans notre rétine. Chaque image que nous percevons est une mosaïque de photons qui ont voyagé jusqu'à nous. Quand vous regardez le ciel nocturne, les photons qui touchent votre rétine ont voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires, des millions d'années, des milliards d'années pour certains. Vous êtes le point d'arrivée de voyages cosmiques inimaginables. Et pourtant, pour ces photons, il n'y a pas eu de voyage. Vous êtes instantanément connecté à des étoiles lointaines, à des galaxies anciennes, au Big Bang lui-même. Carl Sagan a dit que nous sommes un moyen pour le cosmos de se connaître lui-même. Nous sommes de la matière stellaire qui a pris conscience d'elle-même, regardant en arrière vers les étoiles d'où nous venons. Et nous le faisons à travers la lumière, ces messagers sans temps qui relient tout ce qui existe. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée. Nous sommes des êtres éphémères, nos vies à peine un clin d'œil à l'échelle cosmique. Mais chaque fois que nous regardons les étoiles, nous participons à quelque chose d'éternel. Nous recevons des photons qui existent dans un éternel présent, nous connectant à l'univers d'une façon qui transcende notre mortalité. Laissez cette pensée vous bercer pendant un moment. Vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous en êtes une partie qui pense et ressent et s'émerveille. Et la lumière qui vous entoure, la lumière qui vous permet de voir, de lire, de percevoir le monde, cette lumière est une toile de connexion instantanée, en tissant ensemble tous les points de l'espace-temps dans une tapisserie cosmique. Explorons maintenant les développements les plus récents de notre compréhension de la lumière, les théories de la physique moderne qui continuent à approfondir et à complexifier notre vision. Au début du XXe siècle,
Parallèlement à la révolution relativiste d'Einstein, une autre révolution se produisait en physique, la révolution quantique. Et la lumière était au cœur de cette révolution également. Nous avons déjà mentionné l'effet photoélectrique et le concept du photon proposé par Einstein. Mais la physique quantique allait bien au-delà. Dans les années 1920 et 1930, des physiciens comme Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac et bien d'autres développèrent ce qu'on appelle la mécanique quantique, une théorie qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle atomique et subatomique. La mécanique quantique est une théorie profondément étrange qui défie notre intuition à chaque tournant. Dans le monde quantique, les particules n'ont pas de propriétés définies avant d'être mesurées. Un électron n'a pas une position précise, il existe dans une superposition de toutes les positions possibles, jusqu'à ce qu'on le mesure. La fameuse expérience de pensée du chat de Schrödinger illustre ce paradoxe. Un chat enfermé dans une boîte avec un dispositif quantique est, selon les équations, à la fois vivant et mort jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte et observe. La lumière, composée de photons, obéit à ces lois quantiques. Dans l'expérience des fentes de Young que nous avons mentionnée plus tôt, quelque chose de vraiment mystérieux se produit si nous envoyons les photons un par un. Chaque photon individuel passe par les fentes et frappe l'écran en un point précis, comme une particule. Mais si nous accumulons beaucoup de ces impacts individuels, le motif d'interférence réapparaît, comme si chaque photon avait interféré avec lui-même, passant en quelque sorte par les deux fentes simultanément. Le photon semble être une onde quand il voyage et une particule quand il est détecté. Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, développa une approche élégante de la mécanique quantique appelée l'intégrale de chemin. Dans cette formulation, une particule ne voyage pas par un seul chemin, mais par tous les chemins possibles simultanément. Chaque chemin contribue à une amplitude de probabilité. Et ces amplitudes s'additionnent ou s'annulent pour donner la probabilité finale. Le chemin que nous observons, le chemin classique, est celui où les contributions de tous les chemins voisins se renforcent mutuellement. Cette vision suggère que le photon, d'une certaine façon, explore tous les chemins possibles entre son émission et son absorption. Il existe partout à la fois, potentiellement, jusqu'à ce qu'il soit mesuré. Cette omniprésence potentielle fait écho à notre discussion sur le fait que le photon, du point de vue du temps, existe simultanément à son origine et à sa destination. Feynman développa aussi l'électrodynamique quantique, ou QED, la théorie qui décrit comment la lumière et la matière interagissent au niveau quantique. Dans cette théorie, l'interaction électromagnétique, la force qui tient les atomes ensemble, qui permet les réactions chimiques, qui est responsable de presque tous les phénomènes que nous observons dans la vie quotidienne, est médiée par l'échange de photons virtuels. Les photons virtuels sont différents des photons réels que nous avons discutés jusqu'à présent. Ils n'obéissent pas aux règles habituelles de l'énergie et de l'impulsion. Ils peuvent exister brièvement, empruntant de l'énergie au vide quantique grâce au principe d'incertitude de Heisenberg. Ces photons virtuels sont échangés entre les particules chargées, médiant la force électromagnétique. Le QED est peut-être la théorie la plus précise jamais développée en physique. Ces prédictions ont été vérifiées avec une précision de plus de 10 chiffres décimaux. Elles nous offrent une compréhension profonde
de la façon dont la lumière interagit avec la matière, et que de la façon dont les atomes absorbent et émettent des photons, de la façon dont les électrons se repoussent mutuellement. Un autre phénomène quantique fascinant, impliquant les photons, est l'intrication quantique. Quand deux photons sont créés ensemble dans certains processus, ils peuvent être intriqués, ce qui signifie que leurs propriétés sont corrélées de façon mystérieuse. Si vous mesurez la polarisation d'un des photons, vous savez instantanément la polarisation de l'autre, peu importe à quelle distance il se trouve. Einstein était troublé par ce phénomène qu'il appelait action fantôme à distance. Il pensait que la mécanique quantique devait être incomplète, qu'il devait y avoir des variables cachées qui expliquaient ces corrélations. Mais des décennies d'expérience, culminant avec les travaux d'Alain Aspect et d'autres, ont confirmé que l'intrication est réelle et que les corrélations ne peuvent pas être expliquées par des variables cachées locales. Est-ce que l'intrication permet une communication plus rapide que la lumière? Non. Même si la corrélation est instantanée, on ne peut pas utiliser l'intrication pour transmettre de l'information plus vite que la lumière. Le résultat de votre mesure est aléatoire. Vous ne pouvez pas contrôler ce que votre partenaire distant verra. La relativité reste intacte. Mais l'intrication reste un phénomène profondément mystérieux, suggérant que l'espace et le temps ne sont peut-être pas aussi fondamentaux que nous le pensons. Ces découvertes de la physique quantique se combinent avec la relativité pour nous donner une image de la lumière et de l'univers qui est à la fois plus riche et plus mystérieuse que jamais. La lumière est une onde et une particule. Elle voyage à travers un espace-temps courbé par la masse et l'énergie. Elle existe dans un éternel présent, tout en étant capable d'interférer avec elle-même en passant par des chemins multiples. Elle peut être intriquée avec d'autres photons de façon non locale. Chaque aspect que nous explorons révèle de nouvelles profondeurs, de nouvelles questions. L'une des grandes quêtes de la physique moderne est de réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique. Ces deux théories, piliers de notre compréhension de l'univers, semblent incompatibles dans les situations extrêmes, comme à l'intérieur des trous noirs ou au moment du Big Bang. Une théorie de la gravité quantique qui unifierait ces deux cadres nous donnerait peut-être une compréhension encore plus profonde de la nature du temps, homme de l'espace et de la lumière. La théorie des cordes est l'une des approches les plus développées de cette unification. Dans cette théorie, les particules fondamentales ne sont pas des points sans dimension, mais de minuscules cordes vibrant dans un espace à 10 ou 11 dimensions. Les photons seraient des cordes vibrants d'une certaine façon, mais la théorie des cordes reste non vérifiée expérimentalement et son statut est encore débattu. La gravité quantique à boucle est une autre approche qui propose que l'espace-temps lui-même est quantifié, composé de minuscules unités discrètes à l'échelle de Planck. Dans cette vision, l'espace n'est pas un continuum lisse, mais une sorte de tissu granulaire. Ces théories sont encore spéculatives, mais elles nous montrent que notre compréhension de l'univers continue d'évoluer. Chaque génération de physiciens a pensé être proche de la compréhension finale, seulement pour découvrir de nouvelles couches de mystère. La lumière, qui a été au cœur de tant de révolutions scientifiques, continuera probablement à nous révéler des secrets dans les décennies et les siècles à venir. Mais que réserve l'avenir à la lumière elle-même? Quel est le destin ultime de ces photons qui voyagent à travers l'univers
dans leur éternel présent. L'univers, selon notre compréhension actuelle, continuera à s'étendre pour l'éternité. Cette expansion est accélérée par ce que nous appelons l'énergie sombre, une forme d'énergie mystérieuse qui compose environ 68% du contenu de l'univers. À mesure que l'univers s'étend, les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Dans un avenir lointain, la plupart des galaxies que nous pouvons voir aujourd'hui auront disparu au-delà de notre horizon cosmique, emportées par l'expansion à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Les étoiles, pendant ce temps, continueront à brûler leur combustible nucléaire jusqu'à épuisement. Dans quelques milliards d'années, notre Soleil aura consumé tout son hydrogène. Il gonflera en géante rouge, engloutissant peut-être la Terre, avant de s'effondrer en naine blanche, un cadavre stellaire dense et froid qui brillera faiblement pendant des milliards d'années avant de s'éteindre complètement. À travers l'univers, le même processus se répétera. Les étoiles naîtront de nuages de gaz, brilleront pendant des millions ou des milliards d'années, puis mourront. Les plus massives exploseront en supernovas, à elles laissant derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Les moins massives deviendront des naines blanches. Mais à mesure que le temps passera, le gaz disponible pour former de nouvelles étoiles s'épuisera. Les dernières étoiles s'allumeront il y a peut-être 100 000 milliards d'années à partir de maintenant, et l'univers sombrera dans l'obscurité. L'ère des étoiles sera alors terminée. L'univers sera peuplé de naines blanches refroidissantes, d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Plus aucune lumière stellaire n'illuminera le cosmos. Les photons émis par les dernières étoiles voyageront à travers un univers de plus en plus vide et de plus en plus froid. Mais même cette époque sombre ne sera pas éternelle. Les naines blanches refroidiront jusqu'à devenir des naines noires, des objets si froids qu'ils n'émettent plus aucune lumière. Les protons eux-mêmes, selon certaines théories, pourraient se désintégrer sur des échelles de temps de 10 puissance 36 années ou plus, transformant la matière ordinaire en rayonnement. Même les trous noirs ne sont pas éternels. Selon la théorie du rayonnement de Hawking, les trous noirs émettent lentement des particules et de l'énergie, rétrécissant au fil du temps jusqu'à s'évaporer complètement. Les plus grands trous noirs supermassifs pourraient mettre 10 puissance 100 années à s'évaporer, un nombre si gigantesque qu'il défie toute compréhension. Et quand les derniers trous noirs auront disparu, quand la dernière particule de matière se sera désintégrée, que restera-t-il? Des photons. Des océans de photons de longueur d'onde infinie, d'énergie infinitésimale, étaient dispersés dans un univers vide et froid, approchant le zéro absolu. Ces photons seront les derniers vestiges de tout ce qui a jamais existé, les échos ultimes des étoiles, des galaxies, de la vie, de la conscience. Ces derniers photons voyageront pour l'éternité dans leur instant figé. Du point de vue de ces photons, l'univers entier, du Big Bang à sa mort thermique, aura été un seul moment. Toute l'histoire cosmique, les 13 milliards 800 millions d'années de l'ère des étoiles, plus les incalculables éons de l'obscurité, tout cela sera un instant éternel, sans durée, sans changement. Il y a quelque chose de poignant et de beau dans cette image. L'univers commence dans un flash de lumière, au Big Bang, traverse des milliards d'années d'activité et de complexité, d'étoiles naissantes et mourantes, de galaxies tournoyantes, nées de vie émergents et pensants,
et finit en un océan de lumière mourante, de photons s'étirant vers l'infini. Et du point de vue de la lumière, tout cela est simultané. Le début et la fin sont le même instant. L'univers, dans sa totalité, est un moment éternel de lumière. Permettez-moi maintenant de tisser ensemble tous les fils de notre exploration, de synthétiser ce que nous avons appris en une méditation finale sur la nature de la lumière, du temps et de notre place dans ce cosmos étrange et merveilleux. Nous avons commencé par une question apparemment paradoxale. Comment la lumière peut-elle voir l'univers naître instantanément? La réponse nous a conduits à travers l'histoire de la science, des philosophes grecs à Einstein et au-delà. Nous avons découvert que la lumière est un phénomène à la fois simple et infiniment complexe. Une onde et une particule, un messager qui traverse le cosmos et en même temps une entité qui existe hors du temps. La théorie de la relativité restreinte nous a montré que le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse de l'observateur. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps ralentit pour vous. Et à la vitesse de la lumière, cette vitesse que rien de massif ne peut atteindre, mais que les photons atteignent toujours, le temps s'arrête complètement. Pour un photon, il n'y a pas de durée, pas de voyage, pas d'attente. L'émission et l'absorption sont le même instant. Cette réalité a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. La lumière qui nous parvient des étoiles lointaines, des galaxies anciennes, du fond diffus cosmologique. Ah, cette lumière n'a jamais vécu de voyage du point de vue des photons qui la composent. Ces photons existent dans un éternel présent, reliant instantanément des points séparés par des milliards d'années-lumière. Le Big Bang et le présent, du point de vue de la lumière primordiale, sont le même moment. La relativité générale a approfondi notre compréhension en montrant que l'espace-temps lui-même est courbé par la masse et l'énergie. La lumière suit ces courbures, se pliant autour des étoiles et des galaxies, tombant dans les trous noirs d'où elle ne peut s'échapper. L'univers n'est pas une scène vide où les événements se déroulent. C'est une entité dynamique, malléable, intimement liée à son contenu. La physique quantique a ajouté une autre couche de mystère. La lumière est quantifiée en photons et ces paquets discrets d'énergie qui se comportent comme des particules quand ils sont détectés et comme des ondes quand ils se propagent. Les photons peuvent interférer avec eux-mêmes, être intriqués avec d'autres photons à des distances arbitraires, exister dans des superpositions de multiples états. Le monde quantique est un monde de possibilités, de probabilités, de réalités qui ne se cristallisent que lorsqu'elles sont observées. Toutes ces découvertes nous invitent à repenser notre relation avec le temps et l'espace. Nous sommes des créatures du temps, notre conscience façonnée par le flux des moments, nos vies une narration qui se déroule du passé vers le futur. Mais nous vivons dans un univers où le temps n'est pas absolu, où la lumière existe dans un éternel présent, où le passé et le futur pourraient être aussi réels que le présent dans un bloc d'espace-temps figé. Cette perspective peut sembler déstabilisante, voire effrayante. Si tout est déjà déterminé dans l'univers bloc, qu'advient-il de notre libre arbitre? Si le temps est une illusion, que signifie notre vie? Ces questions philosophiques restent ouvertes, débattues par les physiciens et les philosophes depuis plus d'un siècle. Mais peut-être pouvons-nous trouver une autre façon de voir ces révélations, non pas comme une diminution de notre existence, mais comme un enrichissement. Le fait que nous expérimentions le temps,
que nous vivions chaque moment comme nouveau et précieux est en soi une merveille. Nous sommes les rares entités dans l'univers qui peuvent apprécier le passage du temps, qui peuvent former des souvenirs et des anticipations, qui peuvent aimer et perdre et espérer. La lumière existe dans un éternel présent, mais elle ne sait pas qu'elle existe. Nous le savons. Et nous sommes connectés à l'univers d'une façon profonde et intime. Les atomes de notre corps ont été forgés dans le cœur des étoiles. La lumière qui entre dans nos yeux nous relie instantanément, du point de vue des photons, à des soleils lointains et à l'aube du cosmos. Nous ne sommes pas des observateurs séparés de l'univers. Nous en sommes une partie qui pense et ressent et s'émerveille. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, des photons voyagent vers vous depuis tous les coins de l'univers. Des photons qui ont quitté des étoiles il y a des années, des siècles, des millénaires, mais des photons du fond diffus cosmologique qui ont commencé leur voyage quand l'univers était un bébé brûlant. Pour chacun de ces photons, le voyage n'a pas existé. Leur émission et leur arrivée sur votre rétine ou sur les capteurs qui ont enregistré le son que vous écoutez sont le même instant. Vous êtes, en ce moment, instantanément connecté au Big Bang lui-même. La lumière primordiale, vieille de 13,8 milliards d'années, mais n'ayant jamais vieilli du point de vue des photons, vous touche maintenant, vous enveloppe, vous relie à l'origine de tout. Laissez cette pensée vous apaiser. Vous n'êtes pas seul dans ce vaste univers. Vous êtes une partie intégrante de son tissu, connectée par la lumière à chaque étoile, chaque galaxie, chaque recoin du cosmos. Le temps peut passer pour vous, les années peuvent s'accumuler, mais vous restez toujours dans ce présent éternel de la lumière, ce moment figé où tout l'univers existe simultanément. Fermez les yeux maintenant si vous le souhaitez. Imaginez-vous flottant dans l'espace, entouré d'étoiles. Chaque point de lumière est une connexion, un fil instantané qui vous relie à un soleil lointain. Ces fils tissent une toile qui englobe tout l'univers, et vous êtes au centre de cette toile, recevant la lumière de tous côtés. Imaginez maintenant que vous êtes un photon. Vous n'avez pas de masse, vous ne connaissez pas le temps. Vous existez dans un instant éternel, simultanément à votre source et à votre destination. L'univers entier est un seul moment pour vous, un flash de lumière figé dans l'éternité. Le Big Bang, les étoiles naissantes, les galaxies tournoyantes, la vie émergeant sur une petite planète bleue. Mais tout cela est présent dans votre instant unique, éternel, sans durée. Il n'y a pas de voyage, pas d'attente, pas de temps qui passe. Il y a simplement l'existence, pure et simple, la lumière dans son essence la plus fondamentale. Et maintenant, revenez doucement à vous-même, à votre corps, à votre respiration. Sentez le temps reprendre son cours, les secondes s'écouler une après l'autre. Vous êtes de retour dans le monde du temps, le monde de l'expérience humaine, le monde où chaque moment est précieux parce qu'il passe et ne reviendra jamais. Mais vous emportez avec vous cette vision, cette compréhension. Vous savez maintenant que le temps n'est pas tout, qu'il existe une perspective, celle de la lumière, où l'éternité est un instant et l'instant est éternel. Vous savez que vous êtes connecté par la lumière à tout ce qui existe, à tout ce qui a jamais existé, à tout ce qui existera jamais. La science nous offre parfois des vérités qui sont aussi belles et profondes que n'importe quelle poésie ou philosophie. La vérité que la lumière voit l'univers naître
instantanément est l'une de ces vérités. Elle nous invite à repenser notre relation avec le temps, avec l'espace, avec l'univers lui-même. Elle nous invite à nous émerveiller devant la complexité et la beauté du cosmos dans lequel nous avons la chance d'exister. Einstein, qui nous a donné les clés pour comprendre ces mystères, était lui-même un grand poète de la physique. Il a écrit que la chose la plus belle que nous pouvons expérimenter est le mystérieux. C'est la source de tout vrai art et de toute vraie science. Celui pour qui cette émotion est étrangère, Anne qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester captivé par la crainte révérentielle, est comme mort, une bougie éteinte. Ce soir, nous avons exploré certains des plus grands mystères de l'univers. Nous avons voyagé du Big Bang aux confins du cosmos, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du temps qui passe à l'éternité sans durée. J'espère que ce voyage vous a émerveillé, qu'il a rallumé en vous cette flamme de curiosité et d'émerveillement qui est au cœur de ce que signifie être humain. La prochaine fois que vous verrez la lumière du soleil filtrer à travers une fenêtre, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous de ce que vous avez appris. Ces photons sont des messagers d'éternité, des entités qui existent hors du temps, qui vous connectent instantanément à leur source. Ils sont les témoins silencieux de l'univers, ayant vu naître le cosmos dans un instant qui pour eux est encore maintenant. Et vous êtes là pour les recevoir, pour les apprécier, pour vous émerveiller devant le miracle de leur existence et de la vôtre. Vous êtes la conscience de l'univers, la façon dont le cosmos se regarde lui-même et se pose des questions sur sa propre nature. C'est un privilège extraordinaire, un cadeau que nous avons tendance à oublier dans le tourbillon de nos vies quotidiennes. Alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, emportez avec vous cette lumière. Laissez-la briller dans vos rêves. Illuminez les recoins de votre esprit. Vous êtes fait de poussière d'étoiles. Vous êtes baigné de lumière cosmique. Vous êtes une partie de l'univers qui s'éveille et s'émerveille. Et dans ce vaste cosmos, et dans cet océan de temps et d'espace, vous êtes unique, précieux, irremplaçable. La lumière a vu l'univers naître instantanément, parce que, pour elle, le temps n'existe pas. Mais vous avez le don du temps. Vous pouvez vivre chaque moment, chérir chaque instant, aimer et créer et découvrir. C'est un don que même la lumière ne possède pas. Utilisez-le bien. Bonne nuit, voyageurs cosmiques. Que vos rêves soient remplis d'étoiles et de lumière, de mystères et d'émerveillement. Et quand vous vous réveillerez, souvenez-vous que l'univers est toujours là, vous entourant de sa lumière éternelle, vous connectant à tout ce qui existe dans un instant sans fin. Dormez paisiblement, sachant que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand que vous, d'infiniment plus ancien, d'infiniment plus beau. L'univers vous a créé à partir de ces étoiles, vous a donné la conscience pour s'émerveiller de lui-même, vous a offert la lumière pour voir ses merveilles. Acceptez ce cadeau, appréciez-le, et laissez-vous bercer par la douce lumière des étoiles qui ont vu l'univers naître il y a très longtemps, et en ce moment même, dans un instant éternel qui ne finit jamais. La lumière voyage sans jamais voyager. Elle existe sans jamais vieillir. Elle connecte sans jamais attendre. Et dans cette danse cosmique de photons et de temps, vous êtes le point où l'éternel touche le temporel, où l'infini rencontre le fini, où l'univers se contemple lui-même à travers vos yeux émerveillés. C'est pourquoi la lumière a vu l'univers naître instantanément. Et c'est pourquoi vous
en ce moment, êtes connecté à cette naissance, à travers chaque photon qui touche votre monde. Le Big Bang n'est pas un événement du passé lointain. Du point de vue de la lumière qui vous atteint maintenant, il est toujours en train de se produire, dans le même instant éternel où vous existez. Vous êtes contemporain du Big Bang. Vous êtes présent à la naissance de l'univers. Pas dans votre temps, bien sûr, car votre temps est né bien après, mais dans le temps de la lumière, ce non-temps où tout est simultané. Vous et le Big Bang coexistez dans le même moment figé. C'est une pensée vertigineuse sur laquelle terminer notre voyage. Elle nous rappelle que la réalité est bien plus étrange et plus merveilleuse que notre intuition quotidienne le suggère. Elle nous invite à regarder le monde avec des yeux neufs, à nous émerveiller devant les mystères qui se cachent dans les phénomènes les plus ordinaires, comme un rayon de lumière traversant une pièce. La prochaine fois que vous verrez la lumière jouer sur un mur, souvenez-vous, ces photons n'ont jamais voyagé. Ils existent dans un instant éternel. Ils vous connectent à l'univers entier. Et dans leur silence lumineux, ils portent la trace de la naissance même du cosmos. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Merci de votre curiosité, de votre ouverture d'esprit, de votre désir de comprendre les mystères de l'univers. Si cette exploration vous a touché, si elle a allumé une flamme d'émerveillement en vous, alors partagez-la avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, ce qui vous a le plus marqué. Et revenez bientôt pour de nouvelles explorations des merveilles du cosmos. L'univers est vaste et mystérieux, rempli de secrets qui attendent d'être découverts. Et vous, voyageurs cosmiques, êtes équipés pour cette exploration, avec votre curiosité, votre intelligence et votre capacité d'émerveillement. Continuez à questionner, continuez à explorer, continuez à vous émerveiller. La lumière vous accompagne toujours, vous reliant à tout ce qui existe. Et dans son éternel présent, vous êtes déjà partout, vous êtes déjà toujours, vous êtes déjà tout. C'est le cadeau de l'univers à la conscience qui le contemple. Bonne nuit. Faites de beaux rêves et n'oubliez jamais que vous êtes une étoile qui pense, une lumière qui s'interroge, un miracle cosmique qui a la chance de s'émerveiller de sa propre existence. La lumière a vu l'univers naître instantanément. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. C'est parce que le temps, pour la lumière, n'existe tout simplement pas. C'est parce que l'espace, pour la lumière, se contracte à zéro dans la direction du voyage. C'est parce que l'univers, du point de vue de la lumière, est un instant éternel, un moment figé, qui contient tout, depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps. Et vous, créatures du temps, vous avez maintenant entrevu cette perspective. Vous avez touché, ne serait-ce qu'un instant, à cette éternité sans durée. Emportez cette vision avec vous. Laissez-la enrichir votre vie, approfondir votre appréciation de chaque moment qui passe. Car si le temps est précieux, c'est précisément parce qu'il passe. La lumière n'a pas cette préciosité, elle est figée dans son éternité. Mais vous avez le don de vivre chaque instant comme nouveau, comme unique, comme irremplaçable. C'est le paradoxe final de notre voyage. La lumière, en étant éternelle, ne peut pas apprécier l'éternité. Vous, en étant temporel, pouvez toucher à l'éternel à travers votre compréhension. Vous pouvez contempler l'univers et comprendre sa nature, même si cette nature dépasse votre expérience directe. C'est le pouvoir de la pensée, de la science, de l'imagination humaine. Alors dormez maintenant, paisiblement,
baignez dans la lumière éternelle des étoiles. Et quand vous vous réveillerez, souvenez-vous que chaque jour est un cadeau, chaque moment une opportunité de s'émerveiller. L'univers vous attend, vaste et mystérieux, prêt à révéler ses secrets à ceux qui ont le courage de questionner et la patience d'écouter. Aigle la lumière a vu l'univers naître instantanément. Et vous avez vu, à travers cette exploration, pourquoi il en est ainsi. Que cette connaissance vous accompagne, vous inspire et vous rappelle toujours que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand et plus beau que tout ce que vous pourriez imaginer. L'univers est lumière. Vous êtes lumière. Tout est lumière, voyageant sans voyager, existant sans temps, connectant tout ce qui est dans un instant éternel de pure existence. C'est le secret que la lumière porte depuis le Big Bang. C'est le message qu'elle vous délivre maintenant à travers chaque photon qui touche votre monde. Écoutez ce message, contemplez ce mystère et laissez-vous emporter par la beauté infinie du cosmos. Bonne nuit, enfants des étoiles. La lumière veille sur vous, éternelle et silencieuse, de vous berçant dans son instant sans fin. Dormez bien et rêvez de l'univers qui vous a créé et vous attend toujours. Baignez dans la lumière primordiale qui a vu tout naître dans un flash instantané et éternel. Le voyage ne fait que commencer. L'univers a encore tant de secrets à révéler. Mais pour ce soir, reposez-vous, rechargez-vous et préparez-vous pour les explorations à venir. La lumière sera toujours là, patiente et éternelle, prête à vous guider vers de nouvelles merveilles. Merci d'avoir été mon compagnon de voyage ce soir. Merci de votre attention, de votre curiosité, de votre ouverture. Vous êtes ce qui donne un sens à ces explorations. Vous êtes la raison pour laquelle l'univers mérite d'être compris. Vous êtes la conscience qui permet au cosmos de s'émerveiller de lui-même. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et n'oubliez jamais que vous êtes fait de lumière d'étoiles, connecté à tout ce qui existe par les photons qui ne connaissent pas le temps. La lumière a vu l'univers naître instantanément. Et maintenant, cette vérité vit en vous, un peu de cette lumière éternelle brillant dans votre compréhension. Dormez bien, amis des étoiles. Jusqu'à notre prochaine exploration cosmique. End.